Et si demain vous perdiez totalement l'accès à votre smartphone, votre PC portable, ou que carrément votre carte bancaire ne fonctionnait dans aucun commerce? C'est un scénario que l'on pourrait imaginer si demain la France perdait complètement l'accès aux services numériques des géants américains comme Microsoft, Google, Amazon ou encore Meta. Et c'est un scénario qu'il va falloir vraiment envisager. On l'a vu avec le conflit autour du Groenland, il y a des experts qui sont vraiment penchés sur cette question et on voit que les conséquences pourraient être gravissimes pour nous au quotidien, mais on voit aussi qu'il y a des vraies solutions qui s'offrent à nous. Alors plongeons-nous concrètement dans ce scénario et voyons secteur par secteur ce qui se passerait si vraiment les relations avec les États-Unis de Donald Trump continuaient à se détériorer. Le premier secteur, il va tous nous toucher, que l'on soit un geek ou non, c'est le secteur du paiement puisque les États-Unis ont là vraiment une mainmise sur notre économie. Visa et Mastercard sont des géants américains, donc si on nous coupait l'accès, plus de système de carte de paiement par Visa, plus de système de carte de paiement par Mastercard, Apple Pay, Google Pay, j'en parle même pas évidemment, mais concrètement ça veut surtout dire du coup une carte bancaire que vous ne pourrez plus utiliser pour faire vos courses, pour aller au resto ou que sais-je, donc forcément c'est une économie qui est immédiatement ralentie pour la France, il va falloir repasser par du cash, par des chèques, mais attention il y a un petit bémol quand même à ce que je suis en train de dire, là ce que je décris c'est vrai pour toute l'Europe, mais la France fait figure d'exception, parce que figurez-vous que le petit logo CB que vous avez sur votre carte bancaire, non, il ne veut pas dire carte bleue. En réalité, il désigne le groupement interbancaire français. En fait, c'est un réseau de paiement français que détiennent les banques en France. Et donc, on pourrait complètement continuer d'utiliser ce réseau. Il est un peu sous-développé parce que vraiment, en général, les services privilégient ou Mastercard ou Visa. Mais en cas de coupure complète, on pourrait vraiment s'en servir en backup. Il y a une autre solution qui s'offrirait à nous dans ce cas précis, c'est la solution de paiement Wero. Vous savez, elle est encore en train d'être mis en place, c'est un peu encore dans ses balbutiements, mais on peut déjà faire des virements entre particuliers avec Wero en quelques secondes. Demain, normalement, Wero va vraiment permettre de faire des paiements à la fois sur des sites web et dans les commerces directement avec son smartphone ou avec une carte, on peut l'imaginer, compatible Wero. Donc on a vraiment cette alternative européenne qui est en développement, mais il va peut-être falloir accélérer la chose. Donc concrètement, pour ce qui est du paiement, on sent que si la coupure devait être immédiate, ça foutrait un petit peu le bordel, pour le dire comme ça, en France et ailleurs, parce que vraiment on se repose énormément sur Mastercard et Visa, mais on aurait des solutions à notre portée pour régler la chose en une question de jours. Donc ce serait un peu le chaos, mais c'est réglable encore. Il y a d'autres secteurs où c'est bien pire. Et là vous nous voyez venir, on est sur Frandroid, évidemment c'est le smartphone. Le marché du smartphone il se divise grosso modo entre deux acteurs. Vous avez d'un côté Apple avec l'iPhone et de l'autre côté Google avec Android. Pour ce qui est de l'iPhone, on peut imaginer deux échelles de gravité différentes. Premier cas de figure, Apple ne commercialise plus ses iPhones et ses produits d'une manière générale en France. Bon c'est un peu chiant, mais en même temps on continue d'utiliser nos iPhones, nos Mac et compagnie, et ça continue de fonctionner et il n'y a pas trop de problème. Deuxième cas de figure, vous me voyez venir, il est un peu plus complexe, c'est Apple qui coupe carrément complètement l'accès à ses services. Plus de mise à jour, plus d'App Store surtout pour télécharger des nouvelles applications, plus de iCloud, plus de Apple Pay, vous voyez bien que tout l'écosystème tomberait et à ce moment-là, justement, c'était la force de l'iPhone. Et hormis quelques secteurs où grâce à l'Union Européenne, justement, on a des alternatives, par exemple le navigateur web, là franchement l'iPhone il deviendrait quasi inutilisable. Du côté d'Android, comme l'écosystème est beaucoup plus ouvert, la situation elle est un peu plus complexe. En premier lieu, on perdrait l'accès au Google Play Store et au Google Play Services, donc ça handicaperait énormément les smartphones actuellement en circulation, parce qu'on utilise énormément évidemment le Google Play Store pour accéder à toutes nos applications, même les applications de l'État. Heureusement, il y a des vraies alternatives, Vous avez des boutiques alternatives sur Android depuis longtemps comme F-Droid, qui par exemple se dirige vers les applications open source. Donc déjà, logiciellement, on voit déjà qu'il y a des pistes d'amélioration, et puis surtout, du côté des constructeurs. On n'est pas du tout pieds et mains liés avec les constructeurs américains, bien au contraire. Les géants en France du smartphone, c'est Xiaomi qui est chinois, c'est Samsung qui est sud-coréen, donc on aurait l'embarras du choix pour trouver des alternatives aux marques de smartphones américaines comme Motorola. Donc le cœur du sujet pour les smartphones sous Android, c'est vraiment la question du logiciel. Et on voit bien quand Huawei a perdu complètement l'accès au Google Play Store et aux services de Google, qu'ils ont réussi finalement à rebondir. Ça a mis des années, mais avec Harmony OS, ils ont réussi à développer un écosystème logiciel complet en Chine. Peut-être que l'Europe va devoir faire de même. On a déjà en Europe des projets du même type comme iOS, alors iOS EOS, c'est un projet européen justement open source de ROM alternative à l'Android de Google, mais pour l'instant c'est des projets très balbutiants avec peu de budget de développement, et puis en plus installer des ROM alternatives sur les smartphones c'est une tâche un peu complexe. Donc là il faudrait des smartphones carrément commercialisés de base avec cette ROM, c'est ce que fait l'européen Fairphone, mais là encore vous voyez bien qu'on parle d'une petite niche de produits pour le moment. Peut-être que l'Europe va devoir là aussi investir dans cette solution.
Je vous l'ai dit, même si Apple, Google ou Motorola arrêtaient de commercialiser leurs smartphones en France, on aurait quand même des alternatives coréennes ou chinoises. Mais en réalité, je vous ai un peu menti, parce que dans ces smartphones chinois et dans ces smartphones sud-coréens, il y a des technologies américaines. Apple, Qualcomm, AMD, Intel et Nvidia, tous ces constructeurs équipent nos smartphones et nos PC avec leurs puces, et ils sont tous américains. Donc en fait, on est vraiment dépendant pour le coup en termes de hardware de ce que peuvent faire les Américains. Donc en réalité, même si on peut parler de marques européennes comme Fairphone ou d'autres constructeurs extra-européens, vous voyez bien qu'au niveau du matériel, la puce elle-même, le cerveau de nos machines, lui, il est bien encore américain. Et si les Américains coupaient l'accès, et là je parle plutôt d'un réseau de distribution, la possibilité de commercialiser des produits équipés de ces puces-là en Europe, vous voyez bien qu'on perdrait complètement l'accès à toute notre informatique moderne. Les deux seules exceptions que je vois à l'échelle industrielle, c'est d'une part Mediatek, c'est un fabricant chinois qui équipe les puces plutôt des smartphones milieu de gamme, entrée de gamme, même s'il y a quelques smartphones haut de gamme qui en ont. Mais bon, c'est un acteur encore minoritaire par rapport à Qualcomm, mais bon, c'est une vraie alternative qui existe et qui est déjà sur le marché. Encore une fois, ça voudrait dire passer d'une dépendance américaine à une dépendance chinoise. L'autre alternative qui existe, c'est ARM. ARM, en fait, c'est un géant britannique. Et ils vendent leur licence à n'importe quel type de fabricant de puces. On pourrait alors imaginer créer un géant européen qui du coup achèterait une licence à ARM pour développer des puces en série. D'un côté, ça coûterait évidemment énormément d'argent en licence auprès de ARM et puis après pour faire fabriquer ces puces auprès de TSMC. Mais d'un autre côté, c'est une solution qui fait appel à beaucoup moins d'ingénieurs puisque tout le génie informatique, tout le génie, il est du côté de ARM qui propose directement des puces prêtes à l'emploi. Les sociétés comme Apple et compagnie font des modifications après derrière, mais vous n'êtes pas obligé de les faire ces modifications. Vous pouvez aussi juste utiliser les licences ARM de base et elles sont déjà très performantes. C'est quelque chose que l'Europe pourrait parfaitement utiliser. L'autre petit soulagement que l'on peut avoir, c'est le fait que la Chine et Taïwan sont les usines du monde en matière de puces. Vous le savez, TSMC fabrique les puces pour tous les acteurs américains. Et bon, ça reste très cher d'accéder à leur ligne de fabrication, mais ça reste du domaine du possible, même en cas de friction avec les États-Unis. D'autant plus que les usines de TSMC, vous le savez peut-être, elles font appel à des machines européennes, les fameuses machines de ASML, fabricant des Pays-Bas, qui est le seul au monde capable de fabriquer les machines qui fabriquent les puces. Malheureusement, il n'y a pas que les puces cachées dans nos appareils qui sont invisibles à nos yeux, mais qui sont pourtant terriblement américains. Il y a aussi les services et l'infrastructure cloud. Là, pas besoin de se plonger dans un scénario fiction, c'est arrivé. Il y a quelques semaines, on a eu une panne mondiale d'Internet causée tout simplement par une panne d'Amazon Web Services, d'une part, puis on a eu quelques semaines après une autre panne mondiale, cette fois à cause de Cloudflare. On voit du coup à quel point ces deux intermédiaires qui sont américains sont essentiels à la vie de plein de sites web. Pendant ces pannes-là, impossible d'accéder à des sites web qu'on utilise tous comme les réseaux sociaux ou des sites qu'on utilise au travail comme Perplexity, Canva ou encore Notion et même des services bien français. Doctolib était complètement inaccessible, Deal Labs aussi, même Frandroid.com. Donc vous voyez bien qu'une coupure de ces géants américains impacte même des services que l'on pensait bien hébergés en France. Bon, et au-delà de l'accès à Deal Labs et à Frandroid, c'est un vrai sujet de souveraineté nationale, ce sujet du cloud. En fait, il faut savoir qu'il y a une loi aux États-Unis qui s'appelle le Cloud Act et qui permet aux services de renseignement américains d'accéder aux données de n'importe quel serveur hébergé, qu'il soit aux États-Unis ou aussi à l'étranger, donc par exemple en Europe. Donc même quand Amazon ou Microsoft installent ces serveurs en France et promet juré craché que puisqu'ils sont installés en France, les Américains n'y auront pas accès, en réalité c'est faux, la loi américaine peut les contraindre à accéder à nos données. C'est ce qui avait fait tant parler au moment où l'État français avait décidé de justement stocker nos données de santé à l'échelle nationale sur les serveurs de Microsoft. Et c'est moche parce que là, pour le coup, on a des vrais géants européens et même des géants à l'échelle de la France, comme OVH, un hébergeur évidemment mondialement reconnu et que beaucoup de particuliers utilisent pour stocker rapidement quelques mails et un petit site web, mais qui est vraiment utilisé aussi à l'échelle d'entreprises et de services de l'État. C'est un vrai acteur du cloud en Europe et il faudrait plus le mettre à contribution pour notre souveraineté. Et il y a aussi Scaleway, un autre acteur géant du cloud européen qui a été fondé par Xavier Niel. Bon, après, je vais pas prétendre que je suis expert des services de cloud en entreprise, c'est pas mon métier et je sais que OVH et Scaleway ont quelques retards vis-à-vis de Google Cloud et Amazon Web Services. Mais justement, il faudrait les pousser en investissant lourdement dans ces infrastructures-là pour les mettre au niveau des géants américains. Il y a une vraie capacité là pour le coup à le faire. On n'a pas un si grand retard que ça. On peut le faire, donc il faudrait qu'on le fasse.
Bon, quand on parle cloud, on parle vraiment d'aspects stratégiques, nationaux, presque militaires, espionnage et compagnie. On va repartir sur un secteur peut-être moins stratégique, mais qui va nous toucher beaucoup plus concrètement si on perd l'accès aux États-Unis. Non mais sérieusement, c'est beaucoup moins dramatique, mais si on perdait l'accès à Netflix, à YouTube, à Twitch, et qu'on était juste bloqué avec Canal+ et les productions TF1 en matière de comédie, vous voyez bien qu'on aurait vite fait le tour et que ça va commencer à vite poser des problèmes. Bon, blague à part, il y a quand même vraiment beaucoup de services web américains qu'on utilise au quotidien, que ce soit les services de recherche de Google, on pourrait citer Gmail, Google Drive, Google Docs et compagnie. On a aussi évidemment YouTube, Netflix et tous les aspects de divertissement qui sont aujourd'hui vachement venus des États-Unis. On aurait d'ailleurs toute une partie de l'économie du web en fait qui tomberait du jour au lendemain avec tous les créateurs de contenu qui sont sur YouTube et Twitch qui devraient se tourner vers TikTok comme seule alternative possible en termes de réseaux sociaux. D'une manière encore plus générale, tous les sites web qui sont financés aujourd'hui par la publicité, c'est des publicités qui viennent des régies publicitaires de Google et de Meta. S'ils disparaissent du jour au lendemain, il y aurait un manque à gagner et ce serait peut-être remplacé par des régies publicitaires françaises. On aurait une véritable zone de turbulence en matière de revenus publicitaires pour de nombreux médias, de nombreux sites amateurs ou professionnels qui se rémunèrent à la publicité. Mais heureusement, même si on peut en rire, il faut quand même aussi admettre qu'il y a une vraie alternative en matière de créativité et de divertissement européen. Le cinéma français est toujours aussi fort, et puis si Netflix a démontré une chose, c'est qu'on était capable de produire des séries télé aussi dans tous les pays de l'Union européenne. Big up à toi, Casa de Papel. Et d'ailleurs, dans ce secteur, il y a quand même deux alternatives qu'il faut mentionner, et elles viennent de France. D'une part, Dailymotion. Faut savoir quand même qu'il n'est pas si mort que ça, même si aujourd'hui YouTube a le vent en poupe. Dailymotion fait autant d'audience en France que Twitter, faut le savoir, donc c'est quand même pas rien non plus. Mais est-ce qu'un Squeezie, par exemple, serait prêt à déménager du jour au lendemain de YouTube à Dailymotion? Est-ce que Dailymotion serait prêt à accueillir un géant du web français comme cela? Bon, j'essaie de vous vendre Dailymotion comme une alternative à YouTube, mais en préparant cette vidéo, je suis allé un petit peu voir sur le site de Dailymotion, et je vois que parmi les chaînes les plus populaires de la plateforme, il y a Brut qui a 6000 abonnés. Bon, Brut avec 6000 abonnés sur Dailymotion, alors qu'on parle quand même d'un gros média spécialisé sur le web, ça fait un peu mal, on sent que Dailymotion est peut-être pas encore prêt, peut-être pas encore au niveau, mais il va peut-être falloir s'y mettre justement. Et c'est là qu'on peut regretter aussi la disparition de certaines plateformes comme Salto, qui était une vraie alternative concrète en France à Netflix et consorts, une alliance de toutes les chaînes de télévision principales, le TF1, M6 et France Télévisions, autour d'un service par abonnement avec des vrais programmes exclusifs. C'était assez fort, mais malheureusement il a été vite lâché et abandonné, et le service a fermé. On voit aussi que les industriels français prennent pas des fois assez la mesure de l'importance de la souveraineté et de se regrouper pour créer des géants français ou européens. Là on s'est beaucoup focalisé sur les contenus vidéo sur le web parce que du côté de la musique, il n'y a pas vraiment de problème. Deezer, c'est français, Spotify, c'est européen, il y a même Qobuz, il y a plein de services, c'est foisonnant. Honnêtement, si on perd l'accès à Apple Music, c'est pas très triste. Et on continue le divertissement avec le secteur préféré de Robin derrière la caméra. En plus, il est très intéressant à analyser, c'est celui du gaming. Très intéressant à analyser parce que si vous êtes joueur de jeux vidéo, vous n'êtes pas forcément dépendant des États-Unis. Notamment si vous êtes un joueur console, Nintendo c'est japonais. Sony, même s'ils sont très américanisés, globalement ça reste une boîte japonaise, donc PlayStation, pas de souci. Reste du côté des consoles les joueurs de Xbox, mais en France ils étaient déjà plus que 3 ou 4, donc ça va pas changer grand chose. Non, le vrai problème ça va être le jeu vidéo sur PC. Sur PC on est à la merci de Steam qui possède la très grande majorité du marché, tout le monde achète ses jeux vidéo sur PC avec Steam. Steam c'est américain. Et même si vous alliez chercher une alternative, Epic Games, c'est aussi américain. Le Game Pass sur PC qui est super pratique, c'est aussi américain puisque c'est Microsoft. La seule alternative à l'échelle européenne qui soit vraiment de taille, c'est GOG de Pologne. GOG ça marche très bien quand vous voulez acheter des vieux jeux ou les jeux de CD Projekt comme Cyberpunk ou The Witcher, mais sorti de là, il y a quand même quelques gros jeux d'éditeurs, mais on est très loin de ce que propose Steam. Donc là on aurait vraiment un souci, même s'il faut quand même aussi rappeler que du côté de la création de jeux vidéo, et on l'a encore montré brillamment avec Clair Obscur, il y a vraiment des belles choses qui sont produites en Europe et surtout en dehors des États-Unis. Encore une fois, au Japon, en Corée, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, il y a des jeux vidéo qui viennent de partout, il n'y a pas que des jeux vidéo aux États-Unis. Attention quand même, je suis passé gentiment et rapidement sur les consoles de jeux, mais il faut se souvenir qu'une nouvelle fois, le matériel, les puces qui animent nos consoles de jeux, c'est des puces américaines, et que les serveurs, potentiellement les serveurs de PlayStation Network ou du Nintendo Online, ils sont hébergés via des services de cloud américains, les Amazon et Google et consorts.
Et puisqu'on mentionnait Steam, le Game Pass et Xbox, il faut quand même qu'on mentionne le secteur clé de Microsoft, évidemment Windows et plus généralement le PC. Pour le PC, la situation elle serait à la fois simple et en même temps extrêmement complexe. D'une part, c'est exactement comme sur smartphone, on a un secteur divisé en deux. D'un côté Apple, je vais pas refaire tout ce que j'ai dit sur l'iPhone, et de l'autre côté, le concurrent Windows, avec des marques qui viennent à la fois des États-Unis, comme Dell et HP, et des marques qui viennent du reste du monde, comme Lenovo par exemple, ou Asus. Toujours est-il que les PC vendus par ces marques sont tous animés par Windows, qui est un logiciel américain. Encore une fois, si on a juste un blocage au niveau de l'accès aux serveurs de Microsoft et des mises à jour, c'est moins grave dans le cas d'un PC parce que la plateforme est par essence beaucoup plus ouverte. On n'est pas obligé de passer par le Microsoft Store pour installer des logiciels sur Windows. Donc globalement, on arriverait encore à faire fonctionner pas mal de systèmes, mais on voit bien qu'on serait énormément freiné, d'autant plus qu'avec Windows 10 et Windows 11, Microsoft a vachement forcé la main sur la connexion avec le compte Microsoft, sur l'utilisation des services de cloud Microsoft, OneDrive et compagnie. Donc on sent bien que Windows commencerait à être vachement handicapé. Et donc concrètement, si le blocage dans notre scénario catastrophe devait venir du jour au lendemain, ça pénaliserait énormément les entreprises qui utilisent encore massivement Windows. Heureusement, il y a quand même une vraie alternative qui existe. Elle est là, c'est Linux. En plus, elle est européenne à l'origine, mais surtout grâce à sa caractéristique d'être libre et open source, elle est parfaitement réutilisable, adaptable. Et on a même commencé à déjà montrer l'exemple en France, puisque je rappelle que les services de gendarmerie utilisent déjà Linux depuis très longtemps à la place de Windows, et ils sont donc parfaitement résilients en cas de coupure des services américains. Bon, il y a un dernier secteur dont il faut qu'on parle, c'est celui du transport. Bon, déjà, spoiler alert, si vous avez une Tesla, bon, c'est littéralement un iPhone sur roue. Le truc, c'est des logiciels américains, des puces américaines, un constructeur américain, et son patron est le plus grand fan de Donald Trump sur Terre. Donc, qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec tous ces ingrédients? Je vous le demande. Bon, Tesla mis de côté, heureusement on a quand même plein de constructeurs automobiles qui sont européens, mais il faut quand même qu'on mentionne le fameux GPS. Souvenez-vous, le GPS c'est une technologie américaine héritée de l'armée américaine. Et tous nos véhicules, nos smartphones, nos produits tech utilisent le GPS en premier moyen de se localiser dans l'espace. Heureusement, on a déjà une alternative en Europe qui s'appelle Galileo. Galileo, pour le coup, c'est pas un projet ou quoi, c'est déjà lancé, c'est déjà dans nos appareils. Donc si on nous coupait complètement l'accès au GPS, on pourrait se baser sur Galileo pour se localiser et continuer de pouvoir se diriger sur des cartes sans problème. Mais il y a quand même un souci annexe dont il faut qu'on parle, et là je vous parle en tant que quelqu'un qui essaye de sortir des services des géants américains. Il y a une pierre que je n'ai toujours pas réussi à remplacer, c'est Google Maps. En fait, en matière de cartographie, d'une manière générale, les géants du secteur sont américains, on a Apple Plan d'un côté et Google Maps de l'autre, mais à côté de ça, on a des alternatives comme OpenStreetMap ou Here We Go en Europe, donc ça marcherait très bien pour ce qui est de la carte elle-même. Mais là où Google Maps est très fort, c'est avec les fameux POI, les points d'intérêt, donc tout ce qui est restaurant, commerce et consorts. Bon, en fait, sur Google Maps, je vous apprends rien, vous avez les horaires d'ouverture, vous avez les avis, vous avez comment réserver une place à un restaurant. En fait, c'est tout un écosystème qu'il y a autour de Google Maps et pas juste aller d'un point A à un point B et trouver une adresse sur une carte. Et c'est sur cet élément-là que pour le moment, Google Maps est irremplaçable. Donc si on perdait l'accès du jour au lendemain à Google Maps, on perdrait aussi l'accès à toute cette base de données des restaurants autour de chez nous, autour de notre lieu de travail et compagnie. Bon, c'est pas comme si les restaurants avaient attendu Google Maps pour naître et vivre, mais vous voyez bien que ce serait quand même un coup dur pour l'économie du jour au lendemain de perdre l'accès à ces services. Et tant qu'on parle de valeur ajoutée par-dessus une carte ou un simple itinéraire, je vous rappelle que Waze ou Waze appartient à Google, et donc si on perd l'accès à Google et aux services américains, on perd aussi l'accès à Waze. On ne vous préviendra plus s'il y a des policiers sur votre trajet. Voilà pour ce tour d'horizon. Comme on l'a vu, il y a des secteurs où vraiment ce serait le chaos le plus total et on aurait vraiment des vrais problèmes si demain les États-Unis coupaient l'accès. Dans d'autres secteurs, on a vu qu'il y avait des vraies alternatives, et il y en a qu'on n'a pas évoquées justement parce qu'on est au point, on a une vraie souveraineté nationale. Je pense notamment à l'accès à Internet. On a des opérateurs en France avec Free, SFR, Orange ou Bouygues Télécom qui sont très forts, qui sont même forts en dehors de la France, dans le cas de Orange. On a une excellente infrastructure en fibre optique, en 4G et en 5G, ça marche vraiment très bien, même s'il y a encore des zones blanches, on est vraiment très fort sur ce secteur-là. Et donc quand il y a des services étrangers comme Starlink qui commencent à pointer le bout de leur nez, même si technologiquement parlant Starlink c'est super intéressant, ça marche vraiment bien, on sent que ce nouvel opérateur, dirigé je rappelle par Elon Musk, encore une fois, a une vraie volonté de devenir une sorte d'opérateur internet mondial, et donc derrière potentiellement de nous rendre complètement dépendants au niveau mondial d'un opérateur américain. Donc interrogeons-nous à deux fois avant de signer des contrats avec Starlink comme a pu le faire Air France. On a vraiment, pour le coup, sur ce domaine-là, une souveraineté française qui marche bien, on aurait peut-être pensé à le protéger. Et si Starlink n'a pas d'équivalent chez Orange, Bouygues Télécom ou Free grâce à sa capacité à couvrir le monde entier avec ses satellites, on a des projets équivalents en cours de déploiement en Europe, notamment Eutelsat.
Bon là on pourrait dire qu'on a un peu joué à se faire peur avec tous ces scénarios-là, mais c'est quelque chose qui a vraiment été envisagé encore une fois. Pour autant, faut garder son calme et comprendre aussi pourquoi les Américains n'ont pas intérêt eux-mêmes à activer ce levier-là. D'abord parce que nous sommes un marché énorme. Si demain Apple, Google et consorts n'avaient plus le droit, du fait d'une décision du président américain, de livrer les clients européens, c'est un parc énorme de consommateurs qui laisseraient à la merci du coup à des géants chinois. On aurait vraiment des Huawei, des Oppo et compagnie qui évidemment se précipiteraient pour fournir tous leurs services de cloud à la place des géants américains. Ce serait donc très périlleux de la part des États-Unis d'entreprendre cette stratégie, d'autant plus à un moment où on est à un tournant du marché du numérique avec l'arrivée de l'IA et des géants de l'IA. Si demain, ChatGPT, Gemini et compagnie n'étaient plus accessibles en Europe et qu'on se tournait vers DeepSeek, vous comprenez bien que ça renverserait complètement la table sur le marché du numérique. Voilà, comme on l'a dit, pour le moment, tous ces scénarios catastrophes, ils ont été écartés, mais je pense que c'est intéressant de les avoir en tête. Moi, en tout cas, ça m'a fait longuement réfléchir sur la question des technologies européennes par rapport aux technologies chinoises et américaines auxquelles on est habitué au quotidien à utiliser sans trop se poser de questions. Et moi, à titre personnel, c'est ce qui m'a motivé dans une démarche à sortir des géants américains, à me désinscrire de Gmail, de Microsoft et compagnie pour essayer de privilégier plutôt des solutions françaises ou européennes et d'une manière générale open source et libre pour justement essayer de dépendre le moins possible des acteurs économiques mondiaux et des décisions politiques de tel ou tel pays. Et j'espère justement que cette vidéo et ces analyses pourront ouvrir une réflexion autour de ce sujet. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plutôt intéressé comme type de vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire pour Frandroid, et nous dire aussi si vous avez déjà des alternatives auxquelles vous avez souscrite. Et justement, si vous avez des recommandations de trucs pour sortir un peu des gens américains, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires. Et en attendant la prochaine dingue de Donald Trump, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux américains et sur YouTube. Ciao!